Bonjour, on se retrouve donc pour un cours sur le traitement de l'information. Donc une petite introduction, on vous dit que l'utilisation de plus en plus importante des systèmes à microcontrôleurs ou microprogrammés et le développement de l'intelligence artificielle à notre époque oblige donc tous les gens, les programmateurs, à écrire et à interpréter des programmes de plus en plus complexes. Donc l'utilisation d'un langage de description pour écrire ces programmes est faite au travers donc d'organigrammes, d'algorithmes ou d'algorithmes et même de pseudocode, comme on va le voir par la suite. Donc pour tout ceci, on va déjà mettre en place quelques petites définitions. Donc la première définition serait la définition de ce qu'est un algorithme. Donc on vous dit un algorithme est une suite ordonnée d'instructions qui indique la démarche à suivre pour résoudre une série de problèmes. Un algorithme peut exprimer donc la structure logique d'un programme informatique et de ce fait est indépendant du langage de programmation. Un petit exemple qu'on vous donne, donc c'est un algorithme qui permettrait de l'utilisation d'un télécopieur. Donc c'est ordonné par trois phrases. On vous dit que la première chose dans l'algorithme, il faudrait donc insérer le document à transmettre dans le chargeur automatique, ensuite de composer le numéro de fax du destinataire à travers le pavé numérique et d'enfoncer la touche envoi pour lancer l'émission. Donc petit exemple d'un algorithme qui n'est pas l'algorithme d'un programme, mais l'algorithme d'une notice d'utilisation d'un appareil. Ensuite, on pourrait aussi faire la description d'un programme ou de l'utilisation d'un système à travers ce qu'on appelle un algorithme ou un organigramme, les mots veulent dire la même chose, qui est la même représentation que ce qu'on vient de voir dans l'algorithme, mais sous forme graphique, c'est-à-dire qu'il y a une structure décrite sous forme graphique que l'on expliquera plus tard dans le cours, qui pourra remplacer cette petite partie de trois instructions. On pourrait également rencontrer une troisième façon de faire la description qui serait le pseudocode ou le LDA. Le pseudocode est une écriture conventionnelle permettant la représentation d'un algorithme sous forme textuelle. C'est-à-dire que l'algorithme qu'elle a, on pourrait le remplacer par une écriture textuelle un peu différente de celle-ci, mais plus petite pour être plus simple à écrire. Une définition également, un programme. Qu'est-ce qu'un programme? Donc un programme n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions, encodées en respectant donc de manière très stricte un ensemble de conventions fixées à l'avance par un langage informatique. Donc c'est-à-dire que le programme c'est une suite d'instructions informatiques écrites avec une rigueur, une certaine rigueur, qui dépend du langage qu'on va utiliser. La machine décode alors les instructions et associe à chaque mot qui va être dans ces instructions une action précise à faire. Donc pour comprendre un peu ceci aussi, on pourrait parler aussi du langage de programmation, parce qu'on vient d'en parler ici, des langages de programmation. Alors le langage de programmation est un langage informatique permettant à une personne qui désire de faire un programme, un humain, d'écrire ce qu'on appelle un source code ou un code source qui sera analysé par l'ordinateur. La traduction de l'algorithme en langage de programmation particulier dépend donc du langage choisi et de la mise en œuvre dépend également de la plateforme d'exécution, c'est-à-dire est-ce que ce programme va s'exécuter sur un ordinateur ou un microcontrôleur qui lui est plus industriel. Quelques exemples de noms de langage de programmation, on peut rencontrer du C, du Java, du C++, du C#, du PHP, etc., du Python, du JavaScript, du langage C, alors c'est pas marqué, mais du langage C pour Arduino, du Pascal, il en existe des milliers, comme ça vous est dit. Celui qu'on utilisera le plus par la suite cette année, ça va être certainement et sûrement le langage C Arduino. On commencera par celui-ci, on fera peut-être un petit peu de Python, ce qui n'est pas sûr, peut-être plus en terminale, on verra bien. Alors, une fois qu'on a vu ça, on a vu les différents langages de programmation, quelques définitions importantes sur ce qu'on va avoir besoin. On va parler maintenant de la chaîne de développement du programme. Donc, cette chaîne de développement du programme désigne les étapes nécessaires à la construction d'un fichier exécutable par un processeur ou un microcontrôleur, un microprocesseur ou un microcontrôleur. La voici donc, on voit bien que on part à la base, vous avez une idée, ou j'ai une idée, ou la personne qui désire réaliser un petit système ou concevoir un petit système a besoin de programmation, elle a une idée, elle fait, la première chose qu'elle a à faire, c'est de choisir le matériel qu'elle va avoir besoin. Donc faire un choix, par exemple ici, une carte Arduino, elle a câblé dessus une résistance, une LED, elle aura besoin donc d'afficher vers l'extérieur des informations au travers d'une LED, donc elle a fait un choix de matériel. Elle va ensuite faire la rédaction au travers d'un des langages de description qu'on a vu auparavant, un algorithme, un organigramme ou du pseudocode, de la structure donc, que doit respecter le système pour fonctionner correctement. Donc ça va être grossièrement la traduction dans un de ces langages de description de ce que doit faire le programme.
Une fois cela fait, elle va rentrer au niveau, elle a choisi le langage de programmation, elle va choisir le langage de programmation qu'elle va prendre. Elle a pris Arduino, donc va utiliser un langage chez pour Arduino. Elle va rentrer donc dans un éditeur de texte dédié ou non à la plateforme d'exécution d'écriture du programme. Elle va éditer donc son programme. Une fois le programme édité, elle va passer à travers un compilateur, donc un premier programme qui va compiler. Donc on va compiler le programme. Le fait de prendre ce langage évolué qui est ici et le traduire en un langage assembleur s'appelle la compilation. Donc on passe d'un langage haut niveau à un langage plus bas niveau. Ce langage bas niveau va passer à travers un assembleur. Donc ça va être l'assemblage du programme. Donc ça qui est fourni par le vendeur des processeurs. Une fois assemblé, on obtient un langage dit machine, exécutable seulement par ce processeur-là. Langage machine étant du binaire, on va le voir par la suite, exécutable par ce processeur. Donc si on fait la description un peu de tout ce qui a été donné ici, on va redéfinir quelques petites choses. On vous dit langage, les différents niveaux du langage. Premier niveau, tout en haut, on écrit sous forme d'algorithme, d'organigramme. Le programme, donc, en langage algorithme ou organigramme, est indépendant de la machine physique et du langage utilisé pour écrire le programme source. Il peut être réalisé à l'aide d'algorithmes ou de pseudocode. C'est ce qu'on vous a dit. Hein. On écrit donc, c'est la structure du programme à travers un langage de description, mais qui est totalement indépendant de la plateforme qu'on va utiliser ensuite. Donc ça, c'est le langage algorithmique. Ensuite, on arrive en langage de haut niveau, qui est donc ici ce langage de haut niveau, dans l'éditeur qui est fourni ou non par l'utilisateur du programme du microcontrôleur. Donc le programme, le langage de haut niveau, est indépendant de la structure interne de la machine physique, on vous dit. Il peut être réalisé à l'aide d'un éditeur de texte ou d'un logiciel spécialisé. Ça dépend si le vendeur de microcontrôleur a un logiciel dédié. Pour pouvoir être exécuté, un programme en langage de haut niveau doit être traduit vers son équivalent machine. C'est le rôle de la compilation. Un exemple de langage haut niveau, on a des instructions à la suite qui sont, là on voit, qui ressemblent à de l'anglais avec des couleurs différentes qui expliquent un peu le fonctionnement. On verra par la suite ce que peut faire un programme de ce type de langage haut niveau. Une fois qu'on a fait ça, on arrive au langage assembleur ou appelé de bas niveau. Le programme en langage assembleur et l'équivalent d'un langage machine, chaque champ binaire de l'instruction machine est remplacé par un mnémonique alphanumérique. Donc on appelle ceci des langages mnémoniques, à savoir, donc c'est-à-dire que chaque instruction qui est là peut être, on va dire, remplacée par plusieurs lignes d'assembleur en mnémonique. Par exemple, si on voulait lire, il faudrait connaître l'assembleur de chaque machine. Là, si on veut lire, moi connaissant un petit peu l'assembleur parce que j'en ai pratiqué avant, je vois bien que la première ligne permet de faire entre le registre R1 et la valeur 1 une addition, de le stocker dans R1, de faire une soustraction dans R2 et de faire des sauts à l'intérieur, c'est-à-dire des jumps à l'intérieur d'un programme. Donc ça, c'était le bas niveau. Ensuite arrive le langage machine, qui est tout au plus près de la chaîne, au plus près du processeur, on va dire. Le langage machine, qui lui, on a dit tout à l'heure, n'était que du binaire, compréhensible. On vous dit, le programme en langage machine est en binaire. Chaque processeur possède, excusez-moi, son propre jeu d'instructions langage machine. Seules les instructions sont exécutables par le processeur. Donc c'est en partant de ça, quand je vais mettre ça dans le processeur, ça va donc, c'est la traduction en différentes étapes de ce programme de base, enfin de l'écriture d'un programme en langage algorithmique, ensuite édité en haut niveau à travers un éditeur, qui a ensuite été compilé, passé, on a obtenu quelque chose qui est en assembleur, il était assemblé par l'assembleur du processeur, et on obtient donc ce qu'on appelle le code machine, qui est au plus près du processeur et qui n'est que du binaire. Nous allons maintenant essayer de parler, donc de décrire un peu les différents langages de description qu'on avait vus auparavant. Donc le premier qui serait l'algorigramme ou l'organigramme. Hein. Les principaux symboles normalisés pour la représentation graphique d'un algorithme sont les suivants. On vous dit que ça va être un petit peu désordonné parce qu'on vous donne le symbole, on vous l'explique. Donc moi je vais partir. Donc le premier qu'on va utiliser, c'est une sorte de patatoïde qui va permettre de définir le début ou la fin d'un organigramme. Donc tout en haut, on va avoir un premier patatoïde dans lequel on aura le nom du programme, et puis tout en bas, la fin, habituellement, puisque la lecture se fait du haut en bas. Ensuite, à l'intérieur de cet organigramme ou algorigramme, on va pouvoir trouver des cases de type rectangulaire,
qui est un symbole général, qui va permettre de faire des opérations sur des données, des instructions dans lesquelles s'exécute aucun symbole normalisé. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des affectations, des calculs, des actions qui vont être faites à travers ce rectangle. On peut également trouver des rectangles à pont cassé qui, elles, vont être des informations qui vont permettre de rentrer des données venant de l'extérieur, des informations venant de l'extérieur ou de données vers l'extérieur des informations. Donc, c'est les entrées-sorties. Ensuite, on va pouvoir rencontrer également des branchements ou des tests, des symboles de test, qui sont donc des losanges. Cette fois-ci, ce losange contient la condition à l'intérieur. Si la condition est respectée, eh ben, on passe par cette branche. Par contre, si elle n'est pas respectée, on passe par la branche avec le petit symbole cassé sur le côté. Chaque symbole sera relié par des fils tout simples qui descendent. Au cas où ça prenne plus qu'une page, eh ben, on peut retrouver à des endroits des renvois, c'est-à-dire qu'à la fin, tout en bas de la page, on met un petit renvoi on met une lettre dedans ou un numéro, et puis on repart en haut de la page de l'autre côté avec le même numéro pour savoir où on redébute. Sur le côté de chaque instruction, on peut rencontrer ce qu'on appelle des commentaires, et puis pour finir, on pourrait également rencontrer ce qu'on appelle un sous-programme, c'est-à-dire que si à l'intérieur d'un algorithme, on répète plusieurs fois la même structure, on peut dédier ça à un petit sous-programme qui est mis sur le côté. Donc ce sous-programme, lui, serait, on met le nom du sous-programme à l'intérieur de ce rectangle. Donc on voit bien que la désignation sous-programme se fait par les deux barres cassées là sur le côté. Et puis on redéfinit un autre organigramme ou algorithme avec le nom du sous-programme dedans dans une en-tête. Et puis on continue au fur et à mesure de décrire ce programme. Quelques règles à respecter. Le sens du haut vers le bas, celui de la droite vers la gauche, ça c'est le sens des liaisons. Les règles de construction, centrées sur la feuille, bien sûr l'organigramme, respecter un sens conventionnel des liaisons qui ont été données au-dessus. Les lignes de liaison entre les symboles ne doivent pas en principe se couper, si on ne peut pas. On utilise des renvois, mais on peut couper, mais il faut faire attention. Une ligne de liaison doit toujours arriver sur le haut et au centre du symbole, c'est-à-dire qu'elle arrive bien par le haut et au centre. Et puis, dernière, les commentaires sont à placer de préférence à droite et les renvois de branches à gauche. Ça, c'était la description donc en langage algorithmique sous forme graphique. La deuxième, qui serait le pseudocode, on en a parlé tout à l'heure, on vous dit le pseudocode est une écriture conventionnelle permettant de représenter un algorithme sous forme textuelle. Ce mode de représentation consiste à exprimer en langage naturel, mais selon une description particulière et des mots choisis, les différentes opérations constituant l'algorithme, conformément au code donné dans le tableau qui suit, on vous dit. Donc on a les différents pseudocodes qu'on peut rencontrer. Le début, ça va être le nom de l'algorithme. Il y a le début, la fin, faire, lire, écrire, afficher, aller. Si, alors, sinon, c'est le test. Selon, cas, autrement. Tant que, faire, répéter, pour. Et puis, à la fin du pseudocode, on met 2 slash qui permettent, eux, de dire que l'on est derrière ces 2 slash en mode, on va dire, commentaire. Donc on vous décrit à côté ce que font les opérations. Afficher, c'est affiché sur l'écran, bon, etc., etc. Donc ça, c'est l'écriture en pseudocode. 2 exemples. Voilà, un petit exemple. On a un algorithme ou un organigramme. Début, patatoïde, ce que j'ai dit. Une case qui permet de récupérer une information à l'extérieur, c'est la mesure d'une température qui s'appellerait TF. Un test qui dit que si TF est inférieur à TP, qui est une température qu'on a dû définir quelque part, et ben si oui, et ben on active le chauffage et on continue la mesure. Donc activer le chauffage, c'est bien activer quelque chose à l'extérieur. Par contre, si ce n'est pas le cas, on désactive le chauffage et on a terminé notre algorithme. Même chose en pseudocode, début, mesurer la température TF qui correspond à cette case. Tant que TF est inférieur, donc tant que TF est inférieur à une certaine température, activer le chauffage et mesurer TF. Donc on revient dans cette boucle. Ça, c'est la fin tant que. On se dit que cette structure se termine ici et on désactive ensuite le chauffage si ce n'est pas le cas. Et puis, on a fini notre pseudocode. Donc ça, c'est 2 façons d'écrire en langage de description. Au travers de ces pseudocodes, on va rencontrer des opérateurs qu'on peut utiliser. Donc dans les organigrammes ou les pseudocodes, différents opérateurs peuvent être utilisés. Ce que je vous dis, les opérateurs permettent d'élaborer une expression en vue d'effectuer des calculs ou une comparaison. L'usage de parenthèses est vivement conseillé en cas d'opération complexe, bien sûr. Les opérations, donc les opérateurs
arithmétique. Il y a l'opérateur d'affectation qui donne une valeur, l'addition on la connaît, la soustraction, multiplication, division, pas de problème. La division entière, donc on écrit le mot div, c'est-à-dire par exemple 9 div 2, et on retrouve donc 4, c'est la partie entière de la division. Il y a mode, qui correspond au reste de la division entière, et la puissance est faite par cette petite flèche qui va vers le haut. Donc ça, c'est les opérateurs dits arithmétiques. Il peut y avoir des opérateurs logiques, il y a le et, le ou exclusif. On n'a jamais trop parlé de cette fonction. Le ou, il faut l'un ou l'autre, ou les deux, c'est une condition. Le ou exclusif, c'est qu'il faut l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Il y a le non, qui est la condition non-affectation. Négation, on appelle ça. Et puis les fonctions et ou avec inversées qui sont je veux et le non et le non ou. Les opérateurs pour faire des comparaisons, l'égal, bah, c'est écrit égal, différent on connaît, supérieur égal ou inférieur ou égal. Donc ça c'est les opérateurs utilisés dans les algorithmes ou les pseudocodes. Ce n'est pas ce qui est utilisé dans les langages de programmation, ce sont dans les pseudocodes. La structure d'un algorithme, comment elle est faite, ou d'un pseudocode, hein. Au début, il y a une en-tête, ça commence par une en-tête. Ensuite, il y a la partie de déclaration. Et puis, pour finir, il y a la partie exécution ou le corps de l'algorithme, hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va essayer d'écrire ce qu'il y a dedans dans ces différentes parties. La première partie qui est en-tête, cette partie dans la partie, le concepteur donne le nom de l'algorithme ou du pseudocode, définit le traitement effectué et les données auxquelles il se rapporte. C'est-à-dire qu'il fait une petite description de ce que va faire son algorithme ou son pseudocode. Ensuite arrive la partie déclarative. Dedans, on va y rencontrer, on va déclarer des objets qu'on va utiliser, qui sont souvent des constantes ou des variables. Si on faisait de la programmation dite objet, là, on déclarait peut-être des objets, mais ça, c'est quelque chose de plus dur et on n'en parlera pas cette année. Donc, on pourrait déclarer des constantes qui vont être utilisées. Donc une constante, par exemple, la déclaration de pi, constante pi égale 3, 14, 16, ou la déclaration de variable, qui va donc être, c'est des données qui vont changer au cours du programme. Par exemple, la variable x, y sont des nombres réels. On vous dit que les constantes et les variables sont définies dans des parties déclaratives par deux caractéristiques. L'identificateur, donc l'identificateur c'est son nom, et le type à laquelle elle fait partie. Par exemple ici on voit que ce sont des réels. Et parmi tous les types qu'on pourrait donc rencontrer, nous cette année dans notre programmation, on pourrait y voir des entiers, des réels, donc des chiffres avec virgule, des booléens qui sont vrais ou faux, donc des conditions vrais ou faux binaires, des caractères, donc alphanumériques, ou des chaînes de caractères qui sont une suite de caractères. Une fois la variable créée, il est possible d'affecter des valeurs à cette variable ou le résultat d'un calcul de la variable avec le signe affectation. L'affectation se fait en deux temps. Évaluation de l'expression située à droite du symbole, c'est-à-dire que si on a un calcul à faire, par exemple ici, y est affecté par la valeur 2x plus 3, d'abord le calcul 2x plus 3 se fait, ensuite l'affectation est envoyée dans y. La dernière partie, qui est la partie la plus importante dans le programme, qui est la partie exécutive. Dans cette partie, donc, le concepteur décrit des actions, écrit des actions décrivant l'algorithme. Elle est délimitée par le mot début et fin. Ne surtout pas oublier de commentaires à l'intérieur de ceci. C'est bien de commenter pour que, soit dans quelques temps, si vous reprenez votre pseudocode ou algorithme, excusez-moi, vous ayez des informations parce que vous avez oublié, ou si vous fournissez ce document à une autre personne, qu'il puisse prendre en main plus facilement votre écriture. Nous allons maintenant parler de quelques structures de base au niveau de ces algorithmes pseudocodes et même aller jusqu'à de la description dans deux langages. Donc ici en langage chez Arduino et en Python, des différentes structures. Alors la première structure qui est la plus simple, qui s'appelle la structure linéaire. Donc la structure linéaire se caractérise par une suite d'actions à exécuter successivement dans l'ordre énoncé. Premier algorithme, excusez-moi, l'opération 1, l'opération 2, etc. jusqu'à l'opération n.
Et ben dans la partie pseudocode, ça sera faire opération 1 jusqu'à l'opération n, fin de faire. Donc voilà, on voit bien ceci. Si on passe, c'est le plus simple, hein, des instructions à la suite qui s'exécutent. Si on passe dans Arduino, on voit que là c'est écrit avec un langage qui ressemble à de l'anglais. On en fait une description rapide. On va faire d'ailleurs, on va utiliser ce programme à un moment ou l'autre. On va affecter à une sortie qui serait 13 un état logique 1, attendre 500 millisecondes, affecter à la même patte 13 0, et puis attendre 500 millisecondes, et répéter ça, puisqu'on voit qu'ici il y a un mot qui s'appelle loop, entre crochets, qui va répéter donc ces instructions à la suite, ça va revenir à chaque fois. C'est linéaire, mais ça se répète. Donc ça va nous permettre de faire clignoter une LED, par exemple, ce qui serait relié à la patte 13. En Python, déclaration A égale 3, on affiche A, on imprime A, on dit que A est égal à A plus 3, donc une affectation. A prend la valeur de A plus 3, B prend la valeur de A moins 2, et une fois qu'on a fait ça, on imprime A égale la valeur de A et B égale plus la valeur de B. Donc le résultat, au final, on va voir apparaître A égale sur l'écran, sa valeur suite au calcul, et B égale sa valeur suite au calcul. Donc ceci s'appelle la structure linéaire. Ensuite, on peut rencontrer une structure alternative en si, alors, sinon. La structure alternative n'offre que deux issues, donc possibles, à la poursuite de l'algorithme ou du pseudocode en exécutant mutuellement. Donc, on voit bien qu'on arrive, donc algorithme, la condition va être mise ici. Si la condition est respectée, on fait l'opération 1. Par contre, si elle n'est pas respectée, on fait la condition 2. Et puis ensuite, on continue ce qu'on était en train de faire. Si condition... Alors, donc la condition sera écrite ici, la même condition qu'il y aurait ici, faire l'opération 1, sinon faire l'opération 2, fin de si. Donc, ceci est la traduction en pseudocode de ce qui est ici. Si on regarde un peu plus précisément au niveau de la structure d'Arduino en langage C ou de Python, on vous dit, par exemple, si pinEv1 imp, donc qui est une variable, est inférieur à 500, donc la condition est mise entre parenthèses. Entre crochets, l'action 1 sera faite, sinon, ça sera l'action 2, et puis on a terminé. Même chose pour Python, A égale 5, si A est supérieur à 0, 2 points, on va print la valeur de A est supérieure à 0, sinon on va mettre que la valeur de A est inférieure ou égale à 0. On voit bien que comme A égale 5, cette structure va passer par imprimer A est supérieur à 0. Donc deux façons de faire une structure dite alternative en si, alors sinon. Deuxième structure alternative, la structure qui va s'appeler selon. Alors la structure de choix permet donc, elle s'appelle structure de choix selon, en fonction de plusieurs conditions de type booléenne, d'affecter des actions différentes suivant les valeurs que peuvent prendre une même variable. Donc on voit bien qu'on a en cascade des conditions qui se déroulent. Condition 1, si elle est bonne, on passe là. Sinon, on va voir la condition 2, on passe là, si elle est bonne, etc. etc. jusqu'à ne pas avoir rempli de conditions et faire l'opération n plus 1, vous êtes bien d'accord. Si on traduit ça en pseudocode selon les cas, pour le cas 1, faire l'opération là, etc. Pour le cas n, faire cette opération là. Si il n'y a eu aucune condition de fait, faire l'opération n plus 1, et la fin selon de cette pseudocode. Donc, traduction de la structure choix selon. Si on écrit ça donc en langage de programmation Arduino, elle se traduit par switch. Alors c'est un switch sur la fonction data, donc la donnée data. On regarde si le cas 0, si elle vaut 0, on affecte cette opération qui est constante égale constante fois 0,1, suivi de break qui est obligatoire, donc qui correspond à cette ligne-là. Ensuite, le cas 2, le cas 3, etc. Même chose pour Python. Switch n, donc on voit que c'est la même écriture. Le cas 0, si n vaut 0, on print 0. Si n égale 1, on print 1, etc. Par contre, s'il n'y a rien, on print other, autre valeur qu'un chiffre. Donc ça, c'était la traduction, enfin l'explication de la structure choix selon. Les structures itératives. Alors on vous dit une structure itérative répète l'exécution d'une opération ou d'un traitement. Donc plusieurs fois. La première que l'on peut rencontrer, qui est la structure itérative tant que faire. Donc cette structure
dans cette structure, on commence à tester une condition. Si elle est vraie, le traitement est exécuté. Donc on voit bien qu'à travers l'organigramme, eh ben, on a une condition. Si la condition est respectée, on fait l'opération. Et tant que la condition est respectée, on tombera dans cette partie-là à faire l'opération. Au moment où la condition ne sera pas respectée, on sortira sur le côté et on ira faire autre chose. Donc c'est-à-dire qu'on teste d'abord la condition pour faire l'opération et on la répète tant que la condition est valide. Et bien là, ça se traduit par tant que c'est la condition qui est ici, et ben faire l'opération, et puis fin tant que, donc une écriture qui permet de traduire cette itération, comme on a dit, en tant que. Traduction en langage évolué, Arduino ou Python, et ben, on déclare une variable égale à 0, tant que on vous dit donc while, tant que la variable est inférieure à 200, on fait augmenter la variable plus, ça veut dire augmenter de plus 1 la variable. Donc à l'intérieur ça va tourner, la variable elle est à 0 au début, elle va passer une fois, elle va être à 1, etc. Elle va se répéter x fois jusqu'à temps qu'elle passe au-dessus de 200, qu'elle ne sera plus inférieure à 200 pour sortir de cette structure tant que. Dans le langage évolué Python, on définit cette fois-ci i égale à 1, on vous dit tant que i est inférieur ou égal à 5, on print i, on affiche i, on ajoute 1, et puis une fois qu'on a terminé, cette fois-ci ce n'est pas donné par des crochets, dans Python on voit bien que c'est le fait de faire des décalages, la fonction while se fait que sur la partie décalée qui est ici, donc on appelle ce mot instanté, c'est-à-dire l'instantation doit être faite correctement pour voir où s'organise la fonction while. La fonction while, le temps que s'organise ici. Une fois que le temps que est terminé, on sort ici et on affiche que le calcul est fini. Une autre structure itérative qui est celle qui s'appelle répéter jusqu'à. Dans cette structure, le traitement est exécuté une fois, puis la répétition se produira jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Donc contrairement à ce qui avait été ici, si on testait la condition, on faisait l'opération, et bien cette fois-ci elle est faite dans l'autre sens. On fait l'opération et on teste après. Donc ça veut dire que même si la condition est fausse au départ, on aura fait au moins une fois l'opération. Donc ça s'appelle répéter jusqu'à, on dit l'opération se fait, on teste la condition, si elle est fausse, et ben on remonte là, si elle est vraie, on vient ici. Donc répéter opération jusqu'à ce que la condition fin. Petit exemple, je ne l'ai pas mise en Python, elle est mise en Arduino, donc elle s'appelle do, celle-là, on fait un délai de 500 millisecondes. Ensuite, on dit que x, donc on voit des commentaires, le commentaire a été coupé, il est revenu en bas, on voit que x est la lecture, donc ça c'est une fonction lecture, on ne connaît pas encore, c'est l'écriture d'une fonction, x récupère le résultat de la fonction qui s'appelle readSensor, jusqu'à temps que x soit inférieur à 100. S'il n'est pas inférieur à 100, on sort de cette structure. La dernière, qui est une structure qui s'appelle pour 2a, donc cette structure itérative est répétée un nombre de fois limité défini au préalable. C'est-à-dire que ici on définit i est affecté par la valeur i1, donc l'affectation, i est égal à i2. Non, c'est la condition, on fait l'opération. I prend la valeur i plus 1. Vous êtes bien d'accord? Donc on augmente i de i plus 1 jusqu'à obtenir i2, et quand on a obtenu i2, on sort de la structure. On répète l'opération, donc un nombre de fois qui va dépendre, elle va partir de i1 jusqu'à i2. On vous dit, pour i allant de i1 à i2, faire l'opération. Donc traduction en pseudocode, fin tour. Donc si on écrit ça en langage évolué, pour Arduino, on vous dit que for, pour i allant de 0 à i étant inférieur ou égal à 255, en faisant incrémenter i de 1 à chaque fois, on va lire, on va écrire en analogique sur une patte quelconque dont c'est une instruction, faire un délai. Donc la répétition de ce for se fait entre ces crochets qui sont ici, donc qui va se répéter grossièrement en partant de 0 jusqu'à 255. On fera ces actions-là. En Python, on dit que s égale 0 pour i allant de i au range qui est de 1 à 31. Donc on va aller de 1 à 31, on va faire s égale s plus i, et on va printer s à la fin, simplement à la fin. S se printera à la fin, puisqu'on voit bien que l'instantation est faite ici. On ne printera qu'une seule fois s. C'est bien d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça,
On a expliqué quelques, on va dire, exemples. Nous allons ensuite passer à ce que nous appelons les sous-algorithmes ou sous-programmes. Tout à l'heure, on avait parlé de sous-programmes. On vous a expliqué que, on va vous expliquer que, par exemple, si dans un algorithme ou un pseudocode, on avait à répéter plusieurs fois la même chose, donc ça, c'est ce qui est écrit ici, hein. On aurait à répéter, on prend l'exemple, par exemple, on a un algorithme qui est ici, qui commence au début, on y définit des petits bouts à chaque fois qui sont manger, informatique, manger, bricoler, manger, on répète plusieurs fois les mêmes choses dedans, et ben il est possible qu'à l'intérieur de ce pseudocode, tout simplement, on y dise, on le réécrit un peu différemment et on remplace cette structure qui est ici par une instruction qui s'appellerait, enfin un pseudocode qui serait sous-algorithme manger. On appelle le sous-algorithme manger. À chaque fois qu'on l'appelait, on voit apparaître sous-algorithme manger. Et on réécrit un petit sous-algorithme qui serait le sous-algorithme manger et qui lui répète les instructions qu'il y avait là. Donc ça va nous permettre d'alléger l'écriture. Si on répète là par exemple 3 fois la même chose dans le pseudocode, on a allégé l'écriture, mais il est possible que ça se répète beaucoup plus de fois que 3 fois. On a allégé l'écriture du pseudocode principal en faisant appel à des sous-algorithmes ou sous-pseudocodes qui se répétaient. Donc ça, c'était la façon de le faire. On peut le voir également sous forme graphique qui est l'organigramme ou l'algorithme. On appelle le sous-programme, je vous avais parlé, ce petit carré qui était sur le côté avec 2 barres, qui est donc la façon d'appeler le sous-programme en algorithme ou en organigramme. Et puis on redéfinit un petit sous-algorithme, sous-organigramme, excusez-moi, dans lequel on affecte des choses. On vous dit également qu'on pourrait aussi, à l'intérieur cette fois-ci d'un sous-algorithme, rappeler un nouvel sous-organigramme. Donc par exemple ici qui serait mettre la table, etc., qui est l'intérieur. Pour moi, on a terminé donc la présentation de toute la partie informatique que j'aurais besoin. Je pense que je vais mettre en ligne rapidement un petit QCM permettant d'évaluer si vous avez compris ce qui a été raconté à travers ces différentes pages. Vous présentons donc la partie que l'on appelait traitement de l'information, qui apportait plein de choses, de découvertes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas et qui vont nous permettre d'évoluer en cours d'année et d'avancer dans notre programme. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne continuation.